Bonjour à tous, bienvenue à cette webconférence. 4 étudiants aujourd'hui m'accompagnent pour vous donner un aperçu de nos programmes en anthropologie et aussi des perspectives qu'ils ouvrent, notamment sur le marché du travail. Je vous les présenterai tout à l'heure. Commençons tout d'abord par une courte définition de cette discipline d'enseignement puis ce champ de recherche qui, à mon avis, est fascinant. Donc, comme vous le savez, l'anthropologie est une science sociale, mais si on regarde l'étymologie du mot, on peut voir plus précisément de quoi il est question. Donc, le mot est composé de deux mots d'origine grecque, donc anthropos qui veut dire humain et logos qui veut dire science. Donc, l'anthropologie, c'est la science sociale qui étudie les cultures et les sociétés humaines dans toutes leurs dimensions. Et le baccalauréat en anthropologie propose donc l'étude des sociétés puis des cultures contemporaines et leur transformation. Qu'est-ce qui nous distingue au département d'anthropologie de l'Université Laval? Donc, on offre une solide formation disciplinaire générale en anthropologie qui comprend l'apprentissage des méthodes propres à la recherche qualitative. Contrairement à d'autres universités québécoises et nord-américaines, notre formation, elle est spécialisée en anthropologie sociale et culturelle et propose donc une grande diversité de cours dans ce champ. Pour l'instant, je vais me concentrer sur le programme de baccalauréat en anthropologie. Donc, notre programme, il est d'une grande flexibilité. Il permet à l'étudiant de profiler sa formation selon les régions qui l'intéressent, les régions du monde qui l'intéressent, selon les thématiques qui l'intéressent le plus. Et on propose une opportunité unique au bac en anthropologie à l'Université Laval. C'est ce qu'on appelle la formation pratique. Donc, il s'agit de 3 cours ou 9 crédits pour faire une expérience directe du marché du travail. Donc, la formation pratique, elle peut, c'est une exclusivité de notre département, elle peut se faire soit en milieu de travail, elle peut se faire aussi comme initiation à la recherche en proposant un projet qui vous passionne ou encore en s'inscrivant au sein d'une équipe déjà établie, qui a des projets déjà établis. Donc, vous allez voir dans les prochaines minutes que cette formation pratique, elle peut être très diversifiée. Donc, elle offre des expériences diversifiées aux étudiants. C'est une opportunité aussi pour les étudiants de faire un premier séjour sur le terrain, de faire une première collecte de données ici ou à l'étranger, comme vous allez le voir. Et c'est aussi, comme vous le verrez également à travers les témoignages des étudiants, une excellente porte là, sur l'emploi pour plusieurs ou encore sur des études de maîtrise, donc pour pouvoir poursuivre l'exploration. Donc, sans plus tarder, je vous présente un premier étudiant, donc Mathieu Larivière, qui est aujourd'hui étudiant à la maîtrise en anthropologie et qui est un diplômé du baccalauréat en anthropologie avec concentration en environnement. Merci Natacha. Donc, le projet que j'ai réalisé lors de ma formation pratique était un projet personnel. En quelques lignes, là, si je peux vous le décrire, ma formation pratique s'est déroulée à Cuba, dans un village côtier où les habitants vivent principalement de la pêche et de l'agriculture. Donc, quand je me suis déplacé sur mon terrain de recherche qui s'est échelonné sur 2 mois, à l'été 2019, je suis allé étudier les impacts sociaux, économiques et environnementaux de l'abandon d'un énorme projet de centrale nucléaire qui a laissé du jour au lendemain 20 000 travailleurs sans emploi qui devaient continuer à survivre et à apporter de la nourriture sur la table pour nourrir leur famille. Donc, je tentais de comprendre en fait le rôle que les ressources naturelles, comme les poissons et les cultures maraîchères, ont joué sur la transition professionnelle de ces travailleurs-là qui ont perdu leur emploi. Donc, vous aurez compris que je m'inscris dans le champ de l'anthropologie environnementale. Mon projet questionnait le rapport entre l'être humain et la nature et c'est un enjeu qui est très actuel dans les
dans la littérature scientifique en 2020. Je considère bien sûr avoir développé de nombreuses compétences avec ce beau projet de formation pratique, notamment au niveau personnel, mais aussi au niveau académique et professionnel. Euh, j'ai été 2 mois à Cuba. J'ai dû mettre à profit mon sens de l'initiative. J'ai dû être proactif. J'ai dû m'adapter à plein d'incertitudes et d'imprévisibilités. Donc, j'ai beaucoup développé ma débrouillardise. Euh, j'ai appris à mener un projet de recherche de A à Z. Donc, ça m'a aussi familiarisé avec le fait de mener des entrevues avec des gens que je ne connaissais pas. J'ai appris à tisser des relations de confiance avec des gens que je rencontrais pour la première fois. Tout ça, ce sont des habiletés qui me seront utiles dans ma vie professionnelle, dans ma carrière, mais également au niveau de ma maîtrise, parce que la formation pratique m'a donné confiance pour la suite des études, pour mes études supérieures en fait. Euh, Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à cette formation pratique-là. Présentement, j'ai continué à la maîtrise avec ma superviseure de formation qui est aujourd'hui ma directrice de maîtrise et je m'intéresse à des réseaux alimentaires alternatifs en Espagne qui, si on peut dire, voient d'un autre œil l'exploitation des ressources naturelles, s'inscrivent pas nécessairement dans une logique capitaliste ou moderniste, mais plus dans une logique de respect de l'environnement. Donc, je vais laisser la parole à une de mes collègues. Merci Mathieu. Je passerai la parole immédiatement à Yasmine Fontaine, qui est finissante au baccalauréat avec concentration en études autochtones. Donc, bonjour à tous. Je me présente Yasmine Fontaine. Je suis Inou de la communauté de Maliotenam. Pour ma dernière année au bac, j'ai eu la chance de faire ma formation pratique à l'été 2020 et j'ai eu vraiment le grand honneur de travailler au sein même de ma communauté qui est située non loin de la côte nord à Sept-Îles. Donc, pour vous parler un peu de ma formation, j'ai participé en tant qu'assistante de recherche dans un projet d'aménagement et de protection d'un site patrimonial Innu qui est nommé Quagshu-Kanashquat, qui signifie le lieu où sont plantées les perches. Pour faire référence à la photo ici, ça vous donne un aperçu du lieu et des vestiges qui se situent sous l'eau et qui témoignent vraiment de la remontée en territoire et de la vie nomade de mes ancêtres et littéralement de ceux de mes grands-parents. Donc, pour faire une parenthèse un peu historique, avec les pensionnats indiens et les mesures d'assimilation, la vaste majorité des expansionnaires et des jeunes Inuits de mon âge n'ont jamais vu ce site-là, ni même les portages traditionnels. Donc, les perches vont vraiment devenir un symbole identitaire et spirituel. En considérant la fragilité de cet héritage-là et le manque de protection du site, ça a été vraiment une urgence pour le conseil de bande, pour ma communauté et pour moi-même personnellement, de vraiment faire quelque chose pour la protection de ces sites-là, tant physique que pour ces histoires. Donc, depuis le début de mon bac, j'ai vraiment entamé un processus de réappropriation culturelle avec le territoire. Donc, avec mon éveil, avec la culture, le territoire, tout ça, ça a été vraiment ma motivation première pour utiliser ma formation pratique à bon escient et vraiment faire un impact afin d'honorer les aînés qui ont vraiment vécu en territoire et de valoriser et préserver aussi l'histoire collective pour les générations qui est à venir. Donc, avec les mesures de COVID, j'ai dû faire preuve beaucoup d'adaptation, surtout que ce projet-là, c'était la première fois qu'on entamait ça au conseil. Donc, je suis vraiment partie de zéro, puis mes tâches étaient vraiment diversifiées. Donc, pour vous donner un peu une idée de ma formation, j'ai fait beaucoup de recherches documentaires par rapport à des cartes, des photos, des toponymes Innu, des archives. Dans l'objectif d'entrevue, ça m'a permis de faire un inventaire de tous les voyageurs depuis 1971 qui sont allés au site. J'ai fait des gabarits de questions qui vont vraiment saisir l'impact identitaire du lieu. J'ai même créé des formulaires de consentement qui étaient adaptés à la communauté en langue Innu et simplifiés pour les aînés surtout. Donc, j'ai dû faire preuve d'innovation et beaucoup de créativité. Ça m'a permis aussi de faire des entrevues en personne.
J'ai aussi eu la chance de faire beaucoup de collaborations, tant avec mes collègues que ma communauté, surtout avec les aînés qui sont vraiment une source importante de savoir. J'ai aussi travaillé avec plusieurs collaborateurs, ce qui m'a permis d'utiliser mon réseautage que je m'avais fait à l'université. J'ai aussi fait des tâches qui est comme pas nécessairement reliées à la recherche. Pour, par exemple, pour une sortie en territoire avec l'équipe de recherche, j'ai préparé la logistique d'une expédition traditionnelle Innu. J'ai appris à réparer un canot. J'ai appris à coudre des sacs, à préparer de la nourriture, à lire des cartes, à portager et même à ramer. Donc, mon expérience a été vraiment diversifiée à ce niveau-là. Pour terminer, cette expérience a été plus qu'enrichissante pour moi. Du point de vue professionnel, académique, ça m'a permis de sortir en territoire, dans le territoire de mes ancêtres, littéralement. Ça a éveillé aussi mon intérêt de travailler pour ma communauté. J'ai eu des commentaires quand même assez positifs de la part du conseil, du chef et des conseillers qui m'encourageaient vraiment à terminer mon bac en anthropologie et de revenir travailler pour eux à l'été 2021. Ça me donne aussi une opportunité soit de choisir pour la maîtrise ou continuer encore pour le marché, sur le marché du travail. Puis du point de vue personnel, c'est sûr que ça m'a appris beaucoup à avoir confiance en moi en tant que futur anthropologue autochtone, mais aussi d'innover en contexte autochtone, de découvrir mon histoire. Puis finalement, ça a littéralement renforcé mon identité culturelle et ma fierté d'être Inukjuat, puisque je travaille pour ma communauté, mais aussi pour les générations à venir de façon vraiment concrète. Merci. Merci beaucoup, Yasmine. Maintenant, je cède la parole à Stéphanie Dumouchel, qui est finissante au baccalauréat en anthropologie. Bonjour, donc très heureuse d'être ici. Ça me fait plaisir de discuter des formations pratiques, de mes formations pratiques réalisées à la session d'automne 2019. Dans le cadre de mon projet, je me suis entêtée à vouloir faire un projet anthropologique en lien avec le tricot. Premièrement parce que je tricote, deuxièmement parce que dans les études textiles, le tricot est le mal aimé dont personne ne parle. Donc moi, j'avais envie d'en parler. Par le biais du tricot et plus spécifiquement du chandail Feral qu'on voit ici sur l'écran, j'ai pu discuter du rôle des femmes dans l'activité économique des châtelaines ainsi que l'évolution de la technique traditionnelle locale. Après avoir construit l'idée de mon projet, d'avoir trouvé une professeure qui voulait bien me superviser, et après m'être familiarisée avec mes thèmes de projet qui étaient l'anthropologie du textile et l'anthropologie des techniques fait main, j'ai pu organiser plus concrètement ma présence dans l'archipel des Shetland qui se trouve au nord de l'Écosse, on le voit ici, c'est-à-dire de faire des recherches pour trouver un endroit où loger, ainsi que de commencer à contacter des personnes sur les lieux. Ensuite, il y a eu le terrain ethnographique. J'ai passé le mois de septembre sur l'archipel des Shetland afin de faire des entrevues avec des artisans du tricot et de faire des recherches dans les archives et les collections du musée de l'Erwick. En octobre, j'ai pris le bateau pour retourner sur l'île de Grande-Bretagne pour continuer mes recherches dans les collections muséales à Édimbourg, à Glasgow et à Londres. En tout, mon terrain a duré 2 mois. Ici, sur les photos, je suis au musée de Édimbourg, dans les collections du musée d'Édimbourg. Pour ma part, je croyais que le terrain serait facile. Premièrement, parce que j'étais en contact avec des personnes de culture occidentale. Donc, j'imaginais que les relations seraient plus faciles à établir qu'avec une communauté autochtone, par exemple, où l'on doit toujours prendre en considération l'historique colonial. Deuxièmement, je me disais que d'aller parler de tricot avec des gens, ce n'était pas un sujet difficile à aborder. Dans les faits, le tricot peut être un sujet émotif, surtout dans les Shetland, vu leur historique de pauvreté qui découle de leur insularité et de l'absence d'emploi. Avant le début de l'extraction pétrolière dans les années 70, les seuls emplois sur l'archipel des Shetland étaient la pêche et le tricot. Aussi, malgré qu'ils adorent les Canadiens et Canadiennes, je restais tout de même une étrangère qui ne parle pas le dialecte des Shetland, qui n'est pas parfaitement bilingue en anglais et qui était là pour poser des questions. Donc, le terrain confrontant, peu importe le sujet de recherche qu'on aborde, cette confrontation est vraiment bénéfique puisqu'elle nous permet de sortir du cadre scolaire, de mettre en application nos acquis académiques, d'entrer en relation avec des nouvelles personnes et surtout d'apprendre à nous connaître lorsqu'on sort de notre zone de confort.
En gros, la préparation que demande le projet personnel ainsi que le terrain sont très formateurs pour l'organisation de projets futurs, soit pour la maîtrise, soit pour des personnes qui voudraient travailler en tant que chargé de projet, par exemple. Sans oublier qu'ils vous permettent de vivre une expérience que vous avez souhaitée, que vous avez organisée selon vos intérêts et vos objectifs, et qui serait difficile à mettre en place dans un autre cadre que les formations pratiques, parce qu'il ne faut pas confondre voyage et expérience de terrain et trafic. Donc, c'est pourquoi, personnellement, je suis très heureuse de l'avoir fait et je le conseille à tout le monde. Voilà. Merci. Merci, Stéphanie. Maintenant, on va passer à Benjamin Malo, qui est aujourd'hui étudiant à la maîtrise et qui a fait, donc, est diplômé du bac en anthropologie. Bonjour à tous et à toutes. En plus d'être candidat à la maîtrise en anthropologie, je suis présentement professionnel de recherche au Centre de recherche du Sud-Québec, Université Laval. L'ensemble de mon parcours professionnel découle de ma formation pratique, laquelle m'a donné, si on peut dire, le coup de foudre pour l'anthropologie médicale. J'ai réalisé ma formation pratique à l'Institut national de santé publique du Québec à l'automne 2018. J'ai été impliqué sur un projet visant à comprendre les attitudes et les comportements des personnes ayant des maladies chroniques par rapport au vaccin contre l'influenza. Comme les personnes ayant des maladies chroniques sont plus à risque de développer des complications à la suite de la contraction de la grippe, il était nécessaire d'explorer leur perception face au vaccin contre l'influenza. Pour ce faire, j'ai participé à la collecte de données via des entrevues téléphoniques, à la transcription des entrevues ainsi qu'à l'analyse des données. Cela dit, cette formation pratique m'a amené à développer plusieurs compétences qui sont, à mon avis, essentielles au métier d'anthropologue, soit comment diriger des entrevues, comment collaborer au sein d'une équipe de recherche ou comment analyser les données récoltées. Par-dessus tout, j'étais en mesure de me familiariser davantage avec la recherche qualitative en santé publique. Qui plus est, j'ai été embauché comme auxiliaire de recherche à l'hiver 2019 afin de poursuivre mes activités sur ce projet. J'ai ainsi été en mesure de réaliser le reste des entrevues, plus de 30 quand même, de terminer la codification et de faire l'analyse du corpus de données afin de rédiger le rapport décrivant les résultats à l'été 2019. L'expérience de ma formation pratique, suivie par mon expérience de recherche, m'a convaincu que l'anthropologie médicale appliquée à la santé publique était ma voie. C'est pourquoi j'ai décidé de réaliser ma maîtrise, et bientôt mon doctorat, dans ce domaine tout en intégrant l'équipe de recherche où j'ai réalisé ma formation pratique de manière plus permanente comme professionnel de recherche. Depuis tout ce temps, j'ai eu l'occasion d'être impliqué dans de multiples projets tout aussi variés les uns que les autres. Par exemple, j'ai participé à une revue de littérature sur la vaccination contre le VPH en milieu scolaire. J'occupe une grande place dans la coordination d'un projet visant à comprendre les approches en santé et les perspectives sur la vaccination des naturopathes et homéopathes québécois. Plus récemment, j'étais chargé de la collecte et de l'analyse d'un projet visant à comprendre les perspectives sur la COVID-19 des personnes âgées de 60 ans et plus. Aussi, je suis actuellement impliqué dans des projets de veille sur les réseaux sociaux où l'objectif est de saisir en temps réel les discours publics sur la COVID-19 à l'aide de firmes d'intelligence artificielle. Enfin, je prévois m'impliquer dans plusieurs autres projets à l'avenir, notamment un projet sur l'analyse des discours en ligne des parents sur la vaccination et sur les sources d'informations qu'ils mobilisent dans leurs décisions vaccinales. À l'heure actuelle, mes tâches sont donc relativement variées. Collaboration sur de multiples projets, coordonner certaines activités de recherche, notamment au niveau de l'éthique, du recrutement, de la collecte ou de l'analyse, ou même à rédiger sur les résultats obtenus dans des rapports ou des articles scientifiques. Dans l'ensemble, je ne regrette pas du tout mon choix de m'être orienté dans cette branche. Ma formation pratique m'a donné l'occasion de me familiariser avec l'anthropologie médicale appliquée à la santé, en plus de me donner la piqûre pour ce domaine et d'en faire mon métier. Sur la photo, vous pouvez voir les superviseurs de ma formation pratique. À gauche, Marilyn Viviande, qui est docteur en anthropologie, à droite, Eve Dubé, qui est docteur en anthropologie, également ma directrice de recherche. Merci beaucoup pour votre temps et votre écoute. Merci beaucoup, Benjamin. Donc, vous pouvez voir à travers ces 4 expériences que la formation pratique est vraiment variée
Donc, ça peut permettre d'acquérir des habiletés professionnelles incontournables. Ça donne également une première entrée sur le monde du travail. Et on voit que dans les témoignages que vous avez entendus, hein, cette formation pratique-là, elle a été marquante, puis elle a été même déterminante là, pour la poursuite, soit en milieu à l'université pour poursuivre vers la maîtrise ou encore en vue du marché du travail. Donc, vous avez entendu aussi pendant mes présentations des étudiants que j'ai dit, par exemple, Mathieu est diplômé du bac en anthropologie avec concentration en environnement et Yasmine, elle est finissante au bac en anthropologie avec concentration en études autochtones. Donc, ce sont deux options qu'on offre, donc deux autres atouts du bac en anthropologie à l'Université Laval. Donc, une concentration en environnement puis une autre en études autochtones qui permet finalement de se spécialiser soit sur la question environnementale ou sur les études autochtones. Donc, c'est un plus, ce n'est pas obligatoire. On peut faire comme Benjamin ou comme Stéphanie, le bac sans concentration. Mais pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui seraient intéressés par ces domaines, c'est vraiment un petit plus. C'est intéressant à faire valoir auprès des employeurs. Et quand on est inscrit au bac avec concentration, la formation pratique, elle est dans le domaine de la concentration. Autre particularité du bac en anthropologie et qui permet encore une fois d'acquérir des compétences professionnelles, donc qui permettent d'intégrer par la suite le marché du travail, même immédiatement après le bac. Donc, c'est les stages rémunérés. Donc, on offre des possibilités de faire des deux stages, donc soit un stage dans la fonction publique ou un stage à l'Assemblée nationale du Québec, donc qui sont des expériences pratiques qui s'ajoutent à la formation pratique. Et c'est donc une autre possibilité d'acquérir une expérience de travail. C'est un stage qui est rémunéré, qui est crédité, c'est-à-dire que ce stage-là, il est contributoire comme la formation pratique à votre bac. Autre atout du bac en anthropologie, c'est le profil international. Donc, ça permet aux étudiants intéressés de faire une session complète dans une de nos universités partenaires à l'étranger à l'hiver de la deuxième année. Donc, le profil international est inscrit sur le diplôme. On paye les frais de scolarité de l'Université Laval. Donc, ça nous permet d'aller, par exemple, je pense à Mathieu qui a fait au profil international une session à l'Université Ohio State, donc aux États-Unis, donc où les frais de scolarité sont très, très élevés. Donc, il a payé les frais de scolarité de l'Université Laval. Et en plus, l'université vous offre une bourse de 3 000 $ donc pour faire le profil international. Donc, vous voyez ici, on a 16 partenaires dans 10 pays. Vous voyez aussi que ça inclut même la France d'outre-mer. Donc, on a des étudiants qui vont en Nouvelle-Calédonie, ou encore à l'Université de la Polynésie française. On a également la possibilité de faire des échanges au Canada. Donc, on a des ententes en plus de celle-là avec l'Université d'Ottawa et l'Université de Regina. Et là, la bourse pour aider les étudiants est de 2 000 $. Donc, c'est une autre option du bac en anthropologie. Voici un autre atout également du département. Donc, on possède un laboratoire donc qui nous permet de vous prêter du matériel pour le tournage, pour le montage. Donc, c'est très utile pour notamment le cours d'anthropologie visuelle, mais aussi pour les formations pratiques. Donc, c'est un autre moyen de vous accompagner, puis de vous donner accès là, à différents médias, notamment là, que vous pouvez mobiliser pendant votre bac. En plus du bac, nous offrons plusieurs programmes plus courts. Donc, nous offrons des certificats qui équivalent à une année d'études, donc 10 cours, et des micro-programmes qui équivalent à 3 cours. Donc, les certificats peuvent entrer dans la composition d'un bac multidisciplinaire, par exemple, ou nos programmes courts sont aussi d'excellentes formations complémentaires pour des professionnels qui souhaitent ajouter une corde à leur arc, par exemple.
ça peut être aussi des gens qui étudient dans d'autres domaines et qui souhaitent finalement ajouter un microprogramme parce qu'ils travaillent avec, par exemple, des communautés du Nord, sur des dossiers relatifs aux questions autochtones ou encore auprès de populations immigrantes. Donc, on a des certificats et des microprogrammes en anthropologie, en études autochtones, sur la diversité culturelle, sur les enjeux du monde arabe et du Moyen-Orient et en études nordiques. Vous avez pu le voir là, avec les exemples, vous en avez eu un petit aperçu. Il y a des possibilités d'emploi diversifiées quand on a un diplôme en anthropologie. Les anthropologues sont des employés recherchés et ce, dans plusieurs domaines. Donc ici, je vous en mets quelques secteurs d'emploi, donc la fonction publique, les organismes parapublics et communautaires, les organismes de développement à l'international, les villes et les municipalités, par exemple les services de police dans les municipalités, les organismes de recherche, le domaine, la culture, la muséologie, les établissements également d'enseignement sont à la fois les cégeps, donc et les universités, sont des débouchés, que ce soit du côté vraiment de l'enseignement ou encore de la recherche, et aussi l'entreprise privée. Donc parfois c'est un secteur où est-ce que auquel on pense moins, mais il y a beaucoup d'anthropologues qui ont leur propre boîte de consultation, donc pour faire par exemple des études d'impact sur le milieu, ou encore qui travaillent dans différentes boîtes donc de consultation qui appartiennent à d'autres, ou encore qui travaillent je pense, par exemple, à des boîtes de marketing où est-ce qu'on a besoin d'anthropologues pour essayer de mieux cibler, par exemple, une campagne de publicité. Dans le domaine aussi des jeux vidéo, on a besoin des anthropologues pour créer des réalités virtuelles qui correspondent finalement, qui ont une certaine vraisemblance. Donc, il y a vraiment toutes sortes de possibilités. Vous avez ici quelques exemples de postes, donc des types de postes qui sont occupés par des anthropologues. Donc, les anthropologues sont vraiment des professionnels polyvalents qui sont compétents pour remplir diverses fonctions. Ils offrent des services de collecte de données, des services d'analyse de situation, d'analyse de documents, d'analyse d'entretien. Ils sont capables également de faire des rapports synthèses et voilà. Et donc, ils sont très polyvalents. Ils sont, encore une fois, je le mentionnais tantôt, mais ils sont très recherchés. Je vous invite d'ailleurs à consulter, on a une page web qui s'appelle des emplois pour les anthropologues et dans le kiosque là, des portes virtuelles, vous pouvez aller sur l'icône lien et c'est là que vous allez trouver un lien vers cette page où est-ce qu'on a plein d'exemples finalement de profils d'emploi de nos diplômés, donc des exemples concrets comme ce matin, ceux que vous avez eu pour la formation pratique. Donc, on en a d'autres pour nos diplômés qui sont sur le marché du travail et ils nous parlent de leur parcours, donc comment ils ont fait pour atteindre les emplois qu'ils occupent et aussi quelles sont les fonctions concrètes qu'ils occupent. Je ne peux pas terminer cette présentation sans parler de notre fantastique association étudiante, donc qui est très animée. L'association, donc la vie étudiante, ça fait partie aussi de la vie universitaire. Donc, l'association étudiante des étudiantes et étudiants d'anthropologie possède son local, l'Anthropos, qui est un lieu en temps ordinaire et j'espère que la situation va nous permettre de le fréquenter à nouveau. Donc, il est un lieu de rencontre très important pour plusieurs étudiants. L'association a également son propre journal. L'association organise plusieurs activités intra- et extra-universitaires tout au long de l'année. Je pense, par exemple, au fameux et très intéressant spectacle de fin d'année, l'Entracte. D'ailleurs, on est chanceux, on a parmi nous un ancien président de cette association, Mathieu Larivière, puis d'anciens membres importants de l'exécutif de l'association, notamment Benjamin, est impliqué. Donc, si vous avez des questions, vous pourrez leur poser.
On a également une équipe de professeurs qui est, je pense, dynamique, une équipe qui est impliquée à la fois en recherche, mais aussi dans leur milieu pour y participer au débat de la société. Je pense que notre équipe est soucieuse et proche des étudiants et on est investi dans des terrains de recherche là, sur les 5 continents. Donc, c'est ici qu'on s'arrête. Donc, on va pouvoir passer à la période de questions. Et je vous laisse là avec mon adresse courriel si jamais après la rencontre, vous aimeriez m'écrire pour des questions plus spécifiques. Merci beaucoup, Madame Gagné. Merci également à Mathieu, Yasmine, Stéphanie et à Benjamin pour tout le partage que vous nous avez offert là, sur vos expériences pour votre parcours aussi dans l'un des programmes offerts au premier cycle en anthropologie. Donc, comme vous l'avez dit, c'est maintenant le moment de laisser la parole à nos participants et participantes. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans la section questions et réponses plutôt que dans le chat. Et déjà, pendant votre conférence, on a eu une question. C'est Gabrielle Nicole qui nous demande la formation pratique est effectuée dans quelle année du bac? Est-ce que c'est à la dernière année? La formation pratique, c'est une excellente question, on peut la faire à partir de l'été de la 2e année. Donc, après la 2e année, on a tous les prérequis qui permettent de faire la formation pratique. L'avantage, c'est que ça offre de la flexibilité. Donc, certains la font l'été, tout de suite après la 2e année. Je pense que c'est ce que Mathieu a fait, par exemple. C'est ce que Yasmine a fait. D'autres attendent l'automne. C'est ce que Stéphanie a fait. Benjamin aussi, je pense. Donc, et il y en a qui étirent ça un petit peu sur l'hiver. Donc, il y a vraiment une flexibilité. Puis ça dépend vraiment, est-ce qu'on doit faire un terrain à l'étranger, par exemple, ou est-ce que c'est plus accessible ici? Donc, c'est la force, c'est que c'est flexible. Parfait. On va attendre voir s'il n'y aurait pas d'autres questions. Pour le moment, c'est la seule question. Oh, j'en ai vu une. Oui, Chloé Saint-Amand vous demande, est-ce que c'est possible de faire seulement un certificat en anthropologie sociale et culturelle sans faire le baccalauréat au complet? Oui, c'est certainement. Le certificat, c'est une très belle option. Ça vous donne les fondements de la discipline. Donc, ça vous donne les principaux outils méthodologiques, puis les principaux outils théoriques. Puis ça vous permet aussi, on disait que je disais tout à l'heure que le bac est flexible, puis selon nos intérêts, on peut choisir plus cibler certaines régions du monde, donc prendre des cours plus dans certaines aires culturelles, qu'on dit, et aussi sur des thématiques. Donc, la même chose est vraie aussi au certificat. Donc, vous pouvez cibler des régions, puis dans vos cours au choix, cibler également des thématiques. Et c'est tout à fait possible de faire le certificat. Merci. Natacha, en attendant que d'autres questions arrivent, je pense que cette année, c'est une année qui est un petit peu spéciale pour le département. C'est votre 50e anniversaire. C'est notre 50e anniversaire, donc on est très fiers. Le département a été fondé en 1970, donc c'est un département où est-ce qu'on a vraiment une très longue tradition. Et d'ailleurs, la formation pratique, elle a plus de 35 ans aujourd'hui, donc c'est quelque chose de bien, qui a beaucoup profité au cours des années. Puis tout le monde est assez enthousiaste. Et oui, donc cette année, on a eu plusieurs activités pour fêter nos 50 ans. Donc, on a des champs de recherche qui sont là depuis le début, par exemple les études autochtones auxquelles on a participé à élargir à mieux donc comprendre au Québec. On est parmi des précurseurs, des études sur l'Amérique latine, sur l'Océanie. On est aussi ce sont des champs de recherche qui sont là depuis le début, donc les études sur le Québec. Donc, je pense qu'on est bien fiers du parcours accompli depuis 50 ans. Si jamais les gens sont intéressés aussi, vous avez une page qui est dédiée justement aux activités 50e, donc peuvent revoir toutes les conférences. Peuvent revoir des expositions qu'on a eues, peuvent revoir des activités, puis il y a aussi des capsules avec des diplômés un peu plus âgés que ceux que vous avez, qu'on a vus aujourd'hui, qui ont une expérience de travail plus longue et qui font part finalement de leur expérience comme anthropologue. Donc, je vous invite sur la page web du département à aller sur la page, là, vous cliquez sur les 50e, puis vous allez avoir accès à tous ces événements.
On a une autre question. Est-ce Oui. que les cours faits dans le microprogramme en études autochtones peuvent être crédités au certificat en études nordiques, je crois? J'ai perdu la question. Il y a Non, un... c'est pas vrai. Non, c'est pas ça. Microprogrammes en études autochtones peuvent être crédités au certificat en études En autochtones. études autochtones? Ouais. Ben, si vous avez fait le microprogramme en études autochtones, si vous souhaitez poursuivre au certificat, effectivement, les cours du microprogramme vont être récupérés dans le certificat. Comment se passent les formations pratiques? Faut-il des prérequis spécifiques pour faire un baccalauréat en anthropologie? Bon, pour faire la formation pratique, il y a des prérequis. Donc, il faut avoir 45 crédits de réaliser en anthropologie. Il faut avoir fait également le cours technique d'enquête et ethnographie. Et il faut avoir fait le cours méthode d'analyse de données qualitatives. Pour les prérequis pour le bac en anthropologie, et là, il faut que j'aille vérifier. Ce n'est pas un programme contingenté, donc c'est une moyenne à l'admission qui est exigée. Et là, je vais essayer de vous la dire, la moyenne, là, en attendant que Ariane me... Excusez-moi, là, j'ai un petit Pas de blanc. problème. Ariane, tu peux me demander s'il y a Une d'autres autre question? questions en attendant. Oui, j'enchaîne tout de suite. Je suis inscrit au baccalauréat l'hiver 2021. Est-ce possible de faire à un moment, de faire une session à l'étranger malgré que je commence à l'hiver? Oui, c'est tout à fait possible. Donc, ça serait à l'hiver de l'an prochain. Donc, il faut bien planifier, c'est-à-dire qu'il faut consulter le guide de cheminement pour ceux qui commencent au bac à l'hiver. Et donc, dès l'hiver, vous avez à suivre là, le cours ANT 1002 cet hiver. Donc, ça va être important, qui est technique d'enquête et ethnographie. Donc, ça, c'est le cours obligatoire que vous devez suivre. Et donc, si vous suivez bien là, le guide de cheminement, vous devrez être capable, même si vous rentrez à l'hiver, de faire tout de même une session à l'étranger à l'hiver de la deuxième année. Et si on peut, une fois que vous serez admis ou vous serez dans le programme, on peut en reparler aussi là, pour voir, pour bien s'assurer que vous aurez tous les prérequis. Merci. Une participante vous demande est-ce que c'est possible de faire plus d'une formation pratique durant le bac? Non, malheureusement. Je pense que tout le monde aimerait ça. Tout le monde aimerait ça, mais comme je vous ai dit, il y a d'autres possibilités. Hein. Il y a donc des stages qui sont possibles, rémunérés, crédités, dans la fonction publique ou encore à l'Assemblée nationale. Et aussi, l'été, il y a plein de possibilités de faire. L'Université Laval offre plein de possibilités de séjour à l'international ou ici, des activités aussi de bénévolat. Donc, il y a toutes sortes de possibilités. La vie étudiante, elle est très riche, puis les possibilités de projets en tout genre sont immenses. Et des fois, et là, vous demanderez aux étudiants, là, je voyais Mathieu qui hochait de la tête, des fois, le problème, c'est de faire des choix parce qu'il y a beaucoup de possibilités. La participante demandait également est-ce qu'il y a des bourses pour vous aider, mais vous en aviez glissé un mot. Je crois que l'université... Ah non, c'est pour le profil international. C'est pour le premier profil international, oui, mais il y a pour la formation pratique, si elle est faite à l'étranger, et Mathieu hoche la tête parce que on peut faire une demande au bureau international. Il y a des bourses qui sont données pour les stages. Je pense que c'est jusqu'à hauteur de 3 000 si je me trompe pas. Et si c'est une formation pratique, par exemple, dans le cadre du bac avec concentration en études autochtones, mais même on peut faire quand même une formation pratique sur des questions autochtones, même si on n'est pas au bac là, avec concentration en études autochtones. Il y a également possibilité d'avoir une bourse pour nous aider là, quand on se déplace dans une région plus éloignée du Québec. Et souvent aussi, les formations pratiques se font en lien avec des organisations. Donc, parfois, les organisations, ils ont des moyens pour nous aider là, à réaliser la formation pratique, ou encore dans le cadre d'un projet de recherche avec un professeur. Donc, Mathieu hoche la tête à nouveau parce qu'il y a eu de sa superviseure qui avait finalement un projet qui était très proche du sien. Donc, et donc Mathieu s'est inséré dans son projet plus large qui était subventionné. Donc, Mathieu a pu avoir là, bénéficié d'une aide financière.
Merci beaucoup. Une autre question. Est-ce qu'il y a des particularités précises ou des spécifications pour être éligible au profil international? Oui, Est-ce que ça prend un prérequis quelconque? oui, attendez, ça aussi. Là, je vais vous répondre. Je vais juste revenir en arrière. Là. Pour les candidats du cégep, la cote minimale de rendement, c'est 22. Donc, ça, c'est le critère d'admission. Pour le profil international, juste un instant. Je vais aller voir si une question Où est-ce qu'il y a peut-être en d'autres attente. questions en attendant? Ah, justement, à l'international, est-ce que lorsque vous avez une session à l'étranger, il y a déjà une place qui est décidée pour se loger ou il faut s'occuper soi-même de trouver un appartement ou un endroit pour vivre? Ben, ça dépend. Ça dépend parce que quand on travaille sous la supervision d'un professeur dans un projet plus large, parfois le professeur va avoir va avoir des suggestions, même peut vous accompagner dans la recherche d'un lieu pour résider, puis pour vous aider là, au niveau local pour que ça se passe bien là, quand vous arrivez sur le terrain. Bon, pour d'autres, c'est une recherche, ça fait partie aussi de l'expérience de la formation pratique, mais vous êtes toujours, la formation pratique, elle est supervisée par un professeur, hein, peu importe que vous que ce soit un projet que vous-même qui vient de votre cru et que vous avez élaboré à partir d'une intuition que vous aviez, ou si vous inscrivez dans le projet de quelqu'un d'autre ou dans le projet d'une organisation, il y a toujours un professeur ou un superviseur là, qui vous est attitré. J'ai ma réponse pour le profil international. Donc, vous devez, avant le départ, avoir au moins 24 crédits en anthropologie. Vous devez également avoir une moyenne égale ou supérieure à 2,67 sur 4,33. Et il y a aussi un prérequis de langue là, ça dépend là, si vous allez dans une université qui aurait une autre langue que le français ou l'anglais, puis un minimum aussi au niveau de l'anglais à avoir avant le départ. J'ai vu que Mathieu semblait avoir une précision. Oui, il y avait une question qui était posée par rapport au déplacement lors du profil international. C'était juste pour mentionner qu'on n'est jamais laissé à nous-mêmes. Tu sais, l'Université Laval a un bureau international qui est un établissement à part entière sur le campus qui nous accompagne en plus de la direction des programmes et qui sont là pour nous aider dans la recherche de logement, dans comment se déplacer dans une ville étrangère notamment. Donc, il y a vraiment un accompagnement durant toute la période préparatoire. Il y a des gens qui sont attitrés juste pour répondre à nos questions. Merci Mathieu. Donc, tantôt, je m'étais trompée. Je pensais que c'était la formation pratique, mais donc c'était pour le profil international. Là, effectivement, c'est ce que Mathieu a précisé. Là, c'est tout à fait vrai. Donc, vous êtes vraiment accompagné. Et l'université aussi d'accueil vous fournit beaucoup d'informations, puis des directions, puis des suggestions pour le logement et les autres éléments dont vous avez besoin là, pour vous installer. Parfait. Je vais prendre encore 2-3 questions. On en a plusieurs. Une participante demande, je ne sais pas encore si je souhaite me diriger vers une concentration. Elle commence le bac cet hiver, donc elle veut savoir à quel moment elle doit avoir pris sa décision pour la concentration. Vous n'avez pas besoin de le savoir dès le départ quand vous inscrivez. Il s'agit par contre de commencer à y réfléchir dès la première session parce que parce que les cours complémentaires, par exemple, sont dans le domaine de la concentration. Donc, il faut voir à finalement orienter notre choix de cours là, de façon à rencontrer finalement toutes les exigences de la concentration quand on décide de s'y inscrire. Mais je dirais, vous avez la première session pour y réfléchir. Okay? Et même, bon, parfois, certains, c'est pas nécessairement l'idéal, mais il faut avoir un petit peu plus longtemps. Mais disons, idéalement, vous décidez pendant la première session. Merci. Les prochaines questions, on va y aller un petit peu par blitz. Il y en a 3 facilement que vous pourrez facilement répondre. Premièrement, combien il y a d'étudiants dans chaque cohorte? Donc, peut-être à chaque session? Cohorte, pour vous, c'est sessions ou c'est programmes? Ben, ceux qui arrivent tous en même temps, peut-être, là, ceux qui commencent, là, une année, il y en a à l'automne, à la session d'automne, habituellement, on parle d'une 50aine d'étudiants, de nouveaux étudiants au bac en anthropologie. Parfait.
Pourriez-vous renommer les microprogrammes qui sont reconnus pour le bac? En fait, Est-ce que c'est ça si qu'on vous avait faites, mentionné tout à ouais, l'heure? si vous faites un microprogramme, sauf le microprogramme sur la diversité culturelle, c'est les cours obligatoires de ce microprogramme-là ne pourront pas être récupérés dans le bac. Les autres, OK, les autres, oui. la plupart des cours pourront être récupérés. Parfait. Et la dernière question, pourriez-vous nous redonner le site web pour les emplois anthropologues? Oui, mais en fait, je vais vous inviter à aller sur le site web du département. Donc, l'adresse, c'est www.fss.ulaval.ca/anthropologie. Si vous marquez Anthropologie Université Laval sur Google, vous allez y On est supposé arriver. sortir, oui. Donc, ça va être facile. Et ensuite, sur le site, là, vous allez facilement trouver, en cliquant par exemple sur Futurs étudiants, vous allez trouver un icône là, où est-ce que c'est marqué des emplois pour anthropologues. Donc, vous allez arriver sur la page. Sinon, si vous allez aux portes virtuelles, vous allez dans le kiosque d'anthropologie, FSS Anthropologie, et vous allez trouver un icône lien. Et dans l'icône lien, vous avez aussi un lien vers la page des emplois pour anthropologues. Je pense que si vous mettez sur Google des emplois pour anthropologues, Anthropologie Oui, Laval, ça va sortir. Hey, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a là, pour répondre aux questions. Il y en avait peut-être une ou deux qui restaient, mais je vais inviter les participants à communiquer directement peut-être avec vous, Natacha. Oui, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis disponible. Je pense que les étudiants peuvent en témoigner. Donc, écrivez-moi. Merci à tout le monde. Merci Ariane. Merci à vous quatre pour vos témoignages et pour avoir montré finalement tout l'intérêt de nous rejoindre au département d'anthropologie.